Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Yves Villeneuve. C'est moi l'auteur de la série Gamer qu'on voit ici. Comme on ne peut pas se rencontrer dû au coronavirus, le Salon du livre de Sudbury a converti tout ça en présentation virtuelle. Donc, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'origine de Gamer, d'où ça vient, qu'est-ce qui m'a amené à écrire cette histoire. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, petit indice, c'est dans le titre, ça parle de gaming, ça parle de jeux vidéo, sujet qui est très très cher aux jeunes et aux moins jeunes. Le jeu vidéo est extrêmement populaire. C'est l'histoire de Lauriane qui part de sa région, qui s'en va dans la grande ville, qui va se faire une nouvelle gang d'amis. Et avec sa nouvelle gang d'amis, elle va participer à des tournois électroniques et on va la voir donc passer d'un tournoi local à des tournois de plus grande envergure. Donc, beaucoup d'action dans les jeux vidéo, dans la vraie vie, à l'école, parce qu'il n'y a pas que le jeu dans la vie, il y a aussi justement l'école, les devoirs, les amis, les relations amoureuses, les parents à gérer, plein de choses, plein d'intrigues dans la vie de cette pauvre Lauriane. Et donc, d'où elle vient, d'où est-ce que c'est parti, c'est un petit peu ce que je vais tenter de vous expliquer. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, voilà. Et, alors, je vous disais que le jeu vidéo a pris énormément d'ampleur depuis ma jeunesse. Donc oui, moi je suis un gamer, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Ma première console, c'est une ColecoVision. Après ça, on a eu une Nintendo NES à la maison, que vous connaissez sous le nom de Classic. Hein? Moi, c'était pas la Classic, c'était original. C'était hyper en demande. Et on voit par ce petit tableau, quand j'ai commencé à écrire en 2014, l'industrie du jeu vidéo rapportait à peu près 80 milliards en revenus annuels, donc en vente de jeux, en vente de plateformes, PS, consoles et compagnie. Et maintenant, 5 ans plus tard, on est rendu à 160 milliards. On a doublé notre chiffre d'affaires. Donc, c'est extrêmement important comme industrie. Il y a beaucoup de gens qui jouent. Ce n'est plus une affaire que pour les jeunes, même si on a un regard qui est souvent condescendant sur le jeu vidéo, ça a énormément changé. Et malgré ce que plusieurs gamers disent, des gamers hardcore, je mets entre guillemets, le jeu sur mobile, sur plateforme mobile, c'est extrêmement important. C'est du gaming aussi. Ça représente 50% du marché. Et les joueurs majoritaires, si on regarde qui joue, les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, ben, les plus nombreuses en termes de proportion, ce sont les femmes à cause du jeu mobile, parce que c'est accessible, parce qu'on le traîne avec nous. On peut jouer en attendant à la banque, on fait des micro-parties de Scrabble ou de Candy Crush. Ça compte dans le gaming. Ça en fait partie. Il n'y a pas que Call of Duty, Halo, Fortnite et PUBG dans la vie. Il y a plein d'autres choses. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeux, des milliers de jeux qui sont disponibles. Donc, le jeu prend énormément de place dans notre vie et il y a des choses qui se développent comme le e-sport. Le e-sport, quand moi j'étais ado, ben, ça ressemblait à ça. Donc, on avait des ordinateurs qui n'étaient pas trop puissants, des Pentium 486 si on était un petit peu en retard. C'était gros, c'était lourd. On demandait à nos parents de nous amener chez nos amis. On se branchait par des câbles LAN, on faisait des LAN parties. Et la plupart du temps, ça ne marchait pas parce que c'est une ère pré-Internet. Les ordi ne communiquaient pas entre eux. Des fois, on apparaissait dans la partie, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on n'apparaissait pas dans la partie, on ne sait pas plus pourquoi. Même si mon frère était super geek, il connaissait les ordinateurs, c'était lui notre technicien. Sur une soirée de 5 heures de jeu, mettons que ça marchait une fois, 1 heure. Mais on avait beaucoup de plaisir. Ça, c'est l'origine. On passe de ça et maintenant, une trentaine d'années plus tard, on est rendu à des salles complètement folles. Ici, ceux qui ont lu ma série vont reconnaître le stade de la Coupe du monde de Séoul. On a la finale de League of Legends 2014, si je me souviens bien.
50 000 spectateurs qui sont dans le stade pour encourager leur équipe préférée. On les voit, les équipes, ils sont tout petits sur la scène, en bleu et en rouge. Il y a des écrans géants partout, il y a de l'animation, il y a de la pyrotechnie. C'est rediffusé sur Internet parce que, naturellement, à cause de la technologie, on commençait par là sur Internet et maintenant, depuis quelques années, on est rendu à diffuser dans les grands réseaux généralistes. Donc, TVA Sport a des émissions sur le sport électronique, sur le e-sport. RDS, ESPN aux États-Unis aussi en parle. Il y a 5 ans, c'était encore du domaine de la fiction. On ne pensait pas qu'on serait là, mais on gagne en popularité. On a de plus en plus de joueurs et de spectateurs à chaque année. Il y a des nouvelles ligues, il y a des nouveaux jeux. Ça se développe. Le stade de la Coupe du Monde, juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, de l'extérieur, c'est ça. C'est un vrai stade construit pour du vrai sport. C'est un stade de soccer, football. C'est pour une Coupe du monde de football. Comme il n'y a pas de Coupe du monde à Séoul à toutes les fins de semaine, il est régulièrement utilisé pour faire des matchs de sport électronique. Donc, les jeux vidéo prennent beaucoup, beaucoup d'ampleur. Autre facteur très important dans l'écriture, c'est qu'en 2014, il y avait dans les grands médias, on a parlé d'agression de rue, d'agression non dénoncée. C'est devenu éventuellement le hashtag moi aussi, donc le mouvement MeToo, moi aussi, de dénonciation. C'est un mouvement de prise de parole des femmes pour dénoncer la culture du sexisme, de l'agression. Il y a beaucoup de procès qui ont lieu là-dessus. Donc, les femmes qui, malheureusement, quand elles se font agresser, peu importe le contexte, si elles vont porter plainte, il y a une fraction minime des plaintes qui sont retenues par la police. Elles sont rarement crues. Et quand ça s'en va en procès, il y a encore une toute petite fraction des cas qui vont en procès où on a un coupable déclaré. Donc, c'est extrêmement dur. Donc, les femmes se sont mises à prendre la parole de façon publique pour dénoncer ces choses-là. Et donc, on avait ça qui se déroulait dans les grands médias, dans les journaux partout sur la planète. En même temps, sur Internet, on avait le Gamergate. C'est quoi le Gamergate? Résumé brièvement, c'est une autre histoire de sexisme, cette fois-ci qui s'applique au monde du jeu vidéo. Donc, on a critiqué, les femmes, il y a des femmes dans le domaine qui ont critiqué le jeu, les studios, la production en disant c'est sexiste. Le jeu vidéo, on le sait, on l'a vu, je viens de vous montrer des chiffres, c'est en progression constante, c'est extrêmement populaire. Ça veut être pris sérieusement, eh bien, on va vous faire des critiques sérieuses. Jeux vidéo, les studios font des jeux qui se répètent, qui sont trop similaires dans leur contexte, qui sont sexistes et qui vont utiliser des clichés sexistes pour raconter des histoires. On peut faire mieux. On est rendu 30 ans plus loin. On est capable de proposer de meilleures histoires. Une des grandes critiques, c'est dans la façon dont les personnages sont habillés. On le sait souvent, dans les jeux fantastiques, on va avoir des personnages féminins très déshabillés et des personnages masculins très, très habillés. Ça, c'est un classique. Donc, si on commence niveau 1, je suis un avatar niveau 1, je m'en vais dans la rue, j'ai mon t-shirt sur moi, ça n'arrête pas grand-chose, pas une flèche, un coup d'épée, ça me passe au travers. On croise ce bonhomme-là dans la nuit, je sais qu'il est plus fort que moi. Et la progression d'un personnage, c'est normal. Donc, plus on est faible, on commence au début, on a des petites armures, et puis on grandit, on évolue dans notre jeu. Plus l'armure devient importante, plus elle devient massive, plus les armes deviennent grosses. C'est clair, on le sait qu'il est fort parce qu'il y a une armure avec des gros pics, il y a des crânes avec des yeux bleus magiques, son épée a des rayons bleus magiques, il y a des genouillères avec de la magie bleue. Le gars, il sue la magie. Donc, c'est facile à comprendre que c'est un tough. Pour les filles, je vous le disais, c'est plutôt l'inverse. Personnage féminin classique, on va avoir ce genre de représentation-là. Donc, plus on avance dans un jeu, plus les personnages féminins sont déshabillés. Les armures magiques, elles sont très fortes, mais elles couvrent très, très peu. Parce que on a
Au niveau de la poitrine, on a besoin des rayons du soleil pour fournir la puissance magique. C'est comme une fenêtre, comme ça, sur le soleil. Ici, pour le ventre, on a un système de ventilation. Puis les organes vitaux sont protégés. Dans les jeux vidéo, c'est quoi les organes vitaux? C'est les épaules, c'est les genoux. Parce que tout le monde sait qu'une flèche qui te frappe l'épaule, ça ruine ta quête. Hein? C'est pire qu'un paper cut. Paper cut, ça fait mal, tu arrives à ton examen. Ouille, madame, je ne peux pas faire mon examen, j'ai trop mal, petite coupure sous mon ongle. Hein? Même chose, une flèche sur l'épaule, ta quête est finie. Donc, on a du sexisme au niveau de la représentation des personnages. Si c'était juste un jeu, on pourrait dire, ben non, c'est pas grave. Effectivement, ça serait pas si grave que ça. On peut en avoir un ou deux, sauf que c'est un phénomène qui se répète jeu après jeu après jeu. Ça passe un message de le faire aussi souvent. Donc, on essaie de rebalancer les choses. On essaie de faire, on dit, faites mieux que ça. Offrez-nous au moins soit des armures réalistes pour les personnages féminins, ou sinon, ben, offrez-nous quelque chose d'aussi ridicule que ça pour les personnages masculins. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces critiques-là, qu'on a appelés donc les Gamergaters, qui ont harcelé les critiques, les femmes critiques, qui les ont harcelées sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, qui ont envoyé des menaces de violence physique, des menaces de viol, des menaces de mort, qui ont doxé les femmes de ce milieu-là. Donc, doxer, c'est quoi? C'est révéler les informations personnelles, l'adresse, numéro de téléphone, courriel, les endroits où elles travaillent, afin de faciliter le harcèlement. C'est extrêmement dangereux, c'est illégal, on ne fait pas ça. Hein? C'est comme si on envoie des textos harcelants. Bien, en 2014, la police ne savait pas trop quoi faire avec ça. Les messages haineux sur Internet, on disait, bien, si vous recevez des messages haineux sur Internet, lâchez Internet. Maintenant, on sait que c'est juste pas correct, on sait que c'est illégal, on a passé des lois et on va intervenir. Des textos harcelants entre amis à l'école, bien naturellement, l'école maintenant a la responsabilité d'agir et elle va en prendre acte. Donc, je vous le disais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation, qui nous disaient les jeux vidéo, ça fonctionne très bien, on fait de l'argent comme de l'eau, on ne répare pas quelque chose qui n'est pas brisé. Un des critiques en tête, c'est Milo Yiannopoulos. Milo, pour ceux qui ont lu ma série, vous allez le reconnaître, c'est l'influence derrière Costas. Costas, mon YouTuber un peu manichéen, donc c'est lui. Et donc, Milo, c'est un chroniqueur qui a longtemps travaillé pour Breitbart, qui est un journal de droite alternative. Breitbart, c'est eux qui ont poussé beaucoup le concept de fake news, qui en ont fait énormément, c'est un journal plutôt raciste sur Internet. Et lui, qui était chroniqueur technologique, s'est fait justement expulsé de Twitter, de Facebook, de YouTube, a perdu toutes ses plateformes parce que c'est un être extrêmement toxique. Il a été harcelant envers les femmes. Il y avait le plan d'écrire un livre finalement qui n'est jamais sorti sur le Gamergate. Il se promène à travers le monde pour dire que le féminisme est un cancer, que ce n'est pas vrai qu'il y a du sexisme de toute façon. Hein. Puis on le sait, les critiques généralement là-dessus vont dire ben non, vous avez tort, mesdames, il n'y a pas de sexisme dans les jeux vidéo. De toute façon, vous ne connaissez rien, vous êtes des salopes. C'est aussi vulgaire que ça. Et la plupart des critiques aussi, dont Milo, se retrouvent à être associés avec une droite un petit peu plus raciste. Donc ici, on le voit en 2016, il s'est associé avec Donald Trump. Donc, c'était un grand partisan du populisme. Et qu'est-ce qu'il nous fait aussi sur cette image? Eh bien, ce n'est pas le signe de OK. Hein, le O et le K. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout va bien, tout est correct. Non, en fait, ça, c'est un symbole suprémaciste. On a un W ici avec les doigts et le pouce et l'index forment un P. Ça veut dire White Power. C'est pour la suprématie blanche. C'est un symbole de gang, de suprémacistes blancs. Ils se reconnaissent ainsi. On le sait. Pourquoi? Bien parce qu'ils l'utilisent justement entre eux. On va le reconnaître. On a vu les staffers de Trump l'utiliser, faire ça. Ce n'est pas de game. Les jeunes savent de quoi je parle. On fait ça, on attire l'attention, on se donne une bine,
flatte l'épaule et compagnie, c'est pas de game. C'est un symbole raciste. Donc, on a des gatekeepers. C'est pas que le jeu vidéo qui est affecté par ça. Il va y avoir le monde des super-héros, les séries de science-fiction, Star Wars, Star Trek. On a des gatekeepers qui refusent une certaine évolution des histoires, qui pensent que si on a plus de présence féminine, présence d'LGBTQ, on leur enlève quelque chose, alors que quand on raconte une histoire, ce qu'on veut faire avant tout, c'est représenter l'ensemble de la société. Pas qu'un groupe restreint d'hommes blancs aux cheveux bruns de 35 à 43 ans. Non, on veut représenter un éventail très, très large et tous les personnages sont importants. Toute la diversité est importante à représenter. Donc, on va voir, est-ce que les critiques étaient vraiment légitimes? On va faire un petit quiz ensemble. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire, c'est du préenregistré, vous allez crier chez vous. Vous allez crier la réponse. Alors, si vous êtes plusieurs, on va voir qui est le meilleur. Alors, on va retracer un petit peu l'histoire des jeux vidéo à travers ce quiz. Première chose, première image. Alors, très facile. Tout de suite, vous auriez dû crier, c'est Pong. Pas ping-pong, pas ping, juste Pong. C'est Pong, c'est un des premiers jeux, c'est un jeu de tennis. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image ici? Bien, deux petites plaquettes qui vont monter de gauche à droite comme ça. On monte, on a une balle au milieu et on a le score. C'est 1-0 dans cette image-là. Jeu classique. On ne s'en sort pas. Deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Alors, un petit peu plus difficile, c'est astéroïde. Alors, on voit au centre, on a un petit triangle qui est pris au milieu d'un astéroïde. En bas, il y en a un autre. Donc, deux vaisseaux spatiaux qui vont devoir pulvériser les astéroïdes qui se présentent à l'écran. On les réduit en poussière et le jeu ne fait que devenir de plus en plus difficile parce qu'il y a plus d'astéroïdes, parce que ça va plus vite et qu'à un moment donné, on n'a plus de vie. Alors, astéroïde. Prochain jeu. On arrive dans une nouvelle ère. Période en couleur. Pac-Man, très facile. Un autre très grand classique. Ça existe encore aujourd'hui. Ça a été refait. On le trouve dans les cinémas, des versions géantes. Il y en a un à la Ronde à Montréal. On a pour le téléphone un Pac-Man 360. Et même les platistes ont sorti une nouvelle théorie comme quoi on ne peut pas faire le tour du monde, le tour de la planète en avion. En fait, il y a un portail dimensionnel à la Pac-Man. Quand on arrive au bout, on réapparaît de l'autre côté. C'est comme ça qu'on fait le tour du monde. Aussi fou que ça. Alors, prochain jeu. Prochain jeu. Non, ce n'est pas Galaga, c'est Space Invaders. J'avoue que les deux se ressemblent. Mais ça, cette version-là, donc Space Invaders, on a très, très classique. Vous l'avez vu dans le film Pixel avec Adam Sandler. On a nos extraterrestres qui descendent tranquillement. Il faut les tuer avant qu'ils arrivent trop bas. Et on a un petit peu de protection. Galaga, c'est quoi? C'est celui-ci. On a déjà plus de choses qui bougent à l'écran, plus de couleurs. Notre vaisseau est plus évolué, plus d'armes et compagnie. Donc, sorti quelques années après Space Invaders. On va changer d'air. On arrive au milieu des années 80. Celui-là aussi, vous le connaissez, c'est un très grand classique, surtout pour sa musique. Eh bien oui, c'est Tetris. Tetris, jeu d'origine russe. Il y a une excellente bande dessinée publiée chez La Pastèque sur l'histoire de Tetris. C'est un documentaire. Allez trouver ça à la bibliothèque, allez commander sur le site leslibraires.ca. Excellente bande dessinée. Donc Tetris, casse-tête, on doit ne pas avoir de ligne jusqu'en haut, sinon on meurt. Il faut les faire disparaître. Et Tetris, c'est bon pour tout le monde. Très bon pour la coordination. Il y a eu des versions 3D qui ont été faites. Et l'an dernier, le champion du monde en titre de Tetris a été battu. C'est un nouveau champion, un jeune adolescent de 16 ans qui l'a battu. Donc, ça se trouve sur Internet, allez sur YouTube, championnat du monde de Tetris. C'est fou parce qu'ils ont des réflexes de l'enfer. OK, prochain jeu, très difficile, vraiment le plus difficile de mon quiz. Qu'est-ce qu'on a? Alors oui,
On reconnaît Super Mario Bros. Alors, si tu avais la réponse, félicitations. Je confirme que tu sais lire. Alors, Super Mario, par contre, ce n'est pas sa première apparition, hein. Super Mario, il est apparu où auparavant? Il est apparu dans, entre autres, Donkey Kong. Donkey Kong, c'est ce jeu-là. Mais là, pour un point, comment s'appelait Super Mario dans ce jeu-là? Le sais-tu? Alors, il s'appelait Jumpman. Jumpman. Il n'y avait pas encore de nom officiel, il n'y avait pas de métier non plus, c'était pas un plombier. Donc, il s'appelait Jumpman. Et qui devait-il aller sauver? On voit une demoiselle en détresse près de Donkey Kong. C'est quoi son nom? Ce n'est pas Peach, ce n'est pas la princesse. En fait, c'est Pauline. C'est Pauline. Pauline, c'est la première blonde de Mario. Et donc, elle a des cheveux gris-choux, elle a la robe toute échancrée, puis trop stressée de s'être faite kidnapper par un gorille géant. Elle dit, moi, je m'en vais, mon beau Mario, tu trouveras une autre blonde. Et Mario, ben, il est parti à la recherche et il s'est quand même trouvé une princesse. Quand même pas si mal. Dans Super Mario, on commence à avoir des histoires qui sont plus évoluées. Dans les premiers jeux dont je t'ai parlé, on voit que, ben, tout d'abord, il n'y avait pas vraiment de personnages. On avait des avatars, en fait, des vaisseaux. C'était des jeux qui étaient pour la famille. C'était commercialisé pour la famille, un peu comme les Monopoly ou Connect Four. Donc, c'est des jeux pour tout le monde, les enfants comme les adultes, les garçons, les filles. Il n'y avait pas de différence. Et là, on arrive avec Nintendo en 85. Et les jeux, donc comme Super Mario, ont plus de capacité dans les cassettes et on a donc plus d'histoires à raconter. Mario, si on le résume simplement, c'est quoi? Ben, c'est Mario qui doit sauver la princesse qui a été kidnappée par Bowser. En d'autres mots, c'est un chevalier errant qui va sauver une princesse qui a été kidnappée par un dragon. Autre variante, c'est Shrek qui va sauver Fiona, qui est retenue prisonnière par le dragon engagé par le père de Fiona. C'est le plus grand cliché dans les histoires depuis des centaines d'années. C'est une histoire extrêmement classique. Et là, même si notre princesse est donc la chef d'État, c'est elle qui elle gouverne le royaume, elle doit tout gérer, hein, pas capable de rien faire de ses 10 doigts, la pauvre princesse, parce qu'elle est retenue prisonnière. Elle attend son sauveur. Et quand on la sauve, quand on sauve une princesse, vous savez, c'est quoi la condition? C'est que le sauveur gagne sa main. Hein? Ici, Mario, il a le droit à un baiser, mais en plus, il va pouvoir la marier. C'est la même chose dans les histoires de princesse et de chevalier. Le chevalier errant va gagner la main de la princesse. Tu avais un fiancé avant, ma belle, le contrat, on le déchire parce que l'entente sacrée, c'est que tu maries ton sauveur. Tu n'as pas de choix. Hein? La princesse est un trophée, c'est une récompense pour le chevalier. C'est important à savoir. Autre jeu. Vous le reconnaissez. Pour les plus vieux qui ne savent pas c'est quoi, qui ne savent pas c'est qui, alors je montre une image un petit peu plus vieille. C'est Metroid. Donc, le jeu s'appelle Metroid. Samus Aran, c'est notre personnage. Ça, c'est un des jeux les plus difficiles de l'ère de Nintendo. Et Samus, notre petit personnage, donc s'il est seul sur une planète extraterrestre, on saute à gauche, à droite, il y a des petites bébites qui se promènent, il faut rebondir sur les murs. Si on s'accroche à la mauvaise place, on tombe et on meurt. Si on touche au pic en bas, on meurt. On touche aux extraterrestres, on meurt tout le temps. Très, très difficile. Et les programmeurs nous ont donné un petit bonus à la fin. Quand on arrive à la fin du jeu, on découvre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on découvrait? On découvrait que Samus était une femme. Là, on se fait comme « Wow, c'est une femme, c'est super » parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans les histoires. D'habitude, on a quoi? Tarzan, on va avoir Super Mario ou Luigi, tu sais, donc deux moustachus. Les options ne sont pas très grandes. Et là, on a une femme sur une planète extraterrestre qui est pleine, qui est intelligente, qui a beaucoup de ressources, qui est débrouillarde, connaît le maniement des armes, qui est courageuse. Et là, on la découvre, on fait comme c'est super cool. Mais il y avait une twist à cette histoire-là parce que les joueurs, les meilleurs, ceux qui finissaient le jeu plus rapidement, découvraient autre chose. Parce que, en arrivant à la fin, Samus enlevait son armure.
Et là, on la voit dans un petit Marcel juste au corps. Ouais, on est en train de changer notre histoire féministe au début, on est en train de pervertir tranquillement parce que ceux qui sont meilleurs que les meilleurs, ceux qui le finissent le plus rapidement en perdant le moins de vie, eh bien, on a autre chose, on a une autre récompense, on voit Samus en bikini. En 85, quand tu as 8-9 ans, là, ça va être hyper pixelisé, c'est comme super excitant. Et là, ça, qu'est-ce que ça dit? En fait, ce que ça nous dit, c'est que en 85, on a largué les filles. On est en train de s'adresser aux garçons. On cherche des garçons. On vise des garçons hétérosexuels, les garçons qui s'intéressent aux filles. Et là, le personnage principal est devenu une récompense pour le joueur, la personne qui tient la manette. Tantôt, on avait avec Mario et Peach, on avait une récompense pour le personnage. Cette fois-ci, c'est pour le joueur carrément. Et quand on cherche des publicités sur Internet de cette époque-là, c'est clair que les studios et les équipes de marketing ont oublié les femmes. Ils n'ont pas oublié, en fait, ils ont décidé que les filles, vous ne jouez pas aux jeux vidéo. Vous n'êtes pas intéressés par les jeux vidéo. On le sait de toute façon. Qu'est-ce que vous faites le vendredi soir en rentrant à la maison? Vous appelez vos amis filles, vous patinez sur les garçons, vous dites, on va se faire un party, on va écouter de la musique, et puis là, ensemble, vous mettez du nouveau vernis, on se brosse les cheveux, on écoute Justin Bieber. Hein, c'est ça que les filles sont supposées faire. Hein, on ne joue pas à des jeux vidéo. Et longtemps, on a cru ça, même si aujourd'hui, on sait que c'est séparé. On a 50% de joueurs et de joueuses. Mais à l'époque, et cette idée-là dure encore, c'est que les filles ne s'intéressent pas aux jeux vidéo. Et encore aujourd'hui, si on revient à notre Samus, encore aujourd'hui, les studios vont sexualiser beaucoup les personnages. Entre autres, donc on a Samus dans Super Smash 8, je crois, dans son Zero Suit. Donc, elle n'a pas d'armure et elle a des talons hauts. Pourquoi? Pour aller se battre sur des plateformes avec des talons super pratiques. Pratiques pour tomber en bas de la plateforme. Continuons. Autre icône des jeux vidéo, Lara Croft, tout le monde la connaît. Il y a des films qui ont été faits avec Angelina Jolie, avec Alicia Vikander. Et donc, Lara Croft, ça fait une vingtaine, 20, 25 ans qu'elle existe. C'est un personnage iconique, classique. On ne peut pas parler de jeux vidéo sans parler de Lara Croft. Je vous en montre plusieurs incarnations. Donc, on voit de gauche à droite une évolution. Naturellement, bon, on a un changement. Les processeurs graphiques sont meilleurs. La résolution d'une année à l'autre est meilleure, d'une version à l'autre. Ça se développe. Ce qui est frappant, ce n'est pas tant les courbes qui vont changer. Et si on regarde les traits du visage, au début, c'était les polygones. Elle a une poitrine triangulaire. On regarde la dernière version, ça ressemble beaucoup à l'actrice. Ce qui est le plus frappant dans l'image, c'est que ça a pris 20 ans avant que les programmeurs saisissent, comprennent que quand tu t'en vas à la guerre, quand tu t'en vas dans une forêt, quand tu t'en vas dans une grotte faire de la spéléologie, tu t'habilles en conséquence, tu mets une paire de pantalons. Tu ne vas pas faire ça en petite short puis en t-top. Donc, cette idée-là de sexualiser, puis Lara Croft, c'est un personnage, si on y va juste avec le personnage, c'est une fille qui est intelligente, elle vient d'une famille britannique, donc de nobles. Elle a fait l'université, je le disais, elle fait de la spéléologie. C'est une archéologue, capable d'explorer la planète, connaît les casse-têtes et compagnie. Donc, fille très, très brillante, connaît le maniement des armes, les arts martiaux, mais au moment de choisir ses vêtements, c'est un petit peu douteux. Et il y avait aussi un autre problème, c'est que dans la façon de réaliser le jeu, c'est un jeu à la troisième personne, donc on voit notre personnage, contrairement à des jeux à la première personne où notre écran, donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, les jeunes, là, ils savent tout ça, mais je m'adresse aux 2-3 adultes qui attrapent la présentation. Donc, première personne, on va voir souvent que le fusil, comme si on se promenait avec les yeux de notre personnage. Donc, dans Lara Croft,
On a donc un jeu à la troisième personne, on suit Lara, on peut explorer l'univers autour d'elle et la caméra revenait sans cesse sur un point central de son anatomie, ses fesses. C'est inévitable, on revient sur ses fesses, on a appelé ça un butt shot. Quand on compare avec les autres jeux, parce qu'on a des jeux à la troisième personne avec des personnages masculins, ben, les personnages masculins, eux, vont avoir des tuniques, des sacs, des armes dans le dos, des vestons, des manteaux pour camoufler les fesses parce que notre joueur, derrière sa manette, c'est un garçon hétérosexuel. Il veut voir les fesses de Lara Croft, il ne veut pas voir les fesses de Nathan Drake dans Uncharted. Donc, cette idée-là est très ancrée dans les jeux vidéo. Les critiques qu'on a de dire c'est les jeux sont sexistes, les studios produisent des jeux qui ont une tendance sexiste, c'est assez légitime. C'est en train de changer tranquillement pas vite, entre autres grâce à la technologie, parce que maintenant, on a des jeux, on reconnaît PUBG, on reconnaît facilement aussi Fortnite, on a des jeux qui vont nous offrir des variantes. Si je prends Fortnite, quand c'est apparu, la nouveauté, c'est que notre avatar est déterminé au hasard. On part une partie et pouf, on est une femme, on est un gars, on est un blanc, un noir. On ne sait pas, c'est au hasard, c'est déterminé par les serveurs. Dans PUBG, quand on commence la première partie, on prend un avatar et on va le dessiner. On va changer ses cheveux, la couleur des yeux, les traits, la couleur de la peau, la grandeur. C'est un gars, c'est une fille. On peut varier notre avatar et plus ça va évoluer. Dans pas très longtemps, on va pouvoir appliquer même notre propre visage aux avatars. Il y a des compagnies qui font ça pour des parties. Donc, on va se faire scanner la face, on se prend dans des poses de combat, dans des poses de défense, en train de mourir. Et eux, ils prennent des photos, ils mettent ça dans un programme et on peut jouer à des jeux de combat. Donc, moi contre Simon Lafrance, puis on est en train de se taper dessus à l'écran. Donc, nous, on est à côté sur notre grosse console, puis on voit ça, on peut aller chercher notre avatar personnalisé. Donc, ça change beaucoup. Il y a une lente évolution, mais c'est nécessaire. Je sais qu'il y a des gens qui se disent non, non, on n'en a pas besoin, c'est pas légitime, c'est un agenda. Oui, l'agenda, c'est d'offrir une plus grande variété, tout simplement. Hein? C'est d'avoir une meilleure représentation parce qu'on parle d'histoire. Quand on raconte des histoires, on veut avoir de la variété. Je ne veux pas avoir toujours la même histoire avec le même personnage qui me ressemble exactement à moi parce que je l'ai déjà vécu ma vie. Donc, je veux avoir d'autres choses, je veux avoir les expériences de d'autres gens qui viennent d'autres milieux, un homme, une femme qui vient qui habite une aventure en forêt en Abitibi ou en Afrique ou peu importe. Je veux de la variété, que ce soit au niveau du genre, de la sexualité, de l'origine ethnique. C'est ce qui rend nos histoires intéressantes. C'est ce qui fait que on a une meilleure identification. Vous connaissez tous Overwatch. Overwatch, en 2016, c'est le jeu qui a remporté à peu près tous les prix dans les grands galas de jeux vidéo. Pourquoi c'est si apprécié, ce jeu-là? Bien, justement parce qu'ils offrent au-dessus d'une trentaine de personnages différents de partout sur la planète qui ont des orientations sexuelles variées. Donc, on a des personnages qui sont classiques, hétéros. Il y a des personnages lesbiens, il y a une russe butch, il y a une asiatique, il y a une vieille grand-mère égyptienne. Donc, on a des personnages qui sont vieux, qui sont jeunes. On a un gros gorille, on a un cyborg et compagnie. On a un personnage qui est sur le spectre de l'autisme. Tout ça contribue à la popularité parce que les gens vont s'impliquer avec leur personnage. Donc, c'est super important dans le calcul, beaucoup plus que de savoir si ça fait ping, ping, pow, pow. On offre des choses qui sont originales, qui vont toucher les gens. Donc, c'est tout ça et bien plus qui ont contribué à façonner l'histoire de Gamer. Donc, il y a l'actualité, en fait, qui prend part à la création. Donc, je ramasse beaucoup d'articles de ce que je vois, de ce qui se passe. Je parle un petit peu de technologie aussi au travers, ça vous l'aurez remarqué. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, Pierre-Yves Villeneuve-Auteur, ou sur la page de Gamer, le livre.
Vous allez me trouver avec le logo de Gamer. Merci encore au Salon du Livre de Sudbury pour cette plateforme. Salut tout le monde. À la prochaine.